Alors, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui une première partie, en fait, d'une recension des écrits qu'on a fait pour la QCPE, qu'on a fait en équipe. Je m'occupais du volet de la recension qui avait trait aux relations entre les parents et les éducatrices. Ma collègue va poursuivre ensuite avec l'autre partie de la recension qui visait davantage le développement de l'enfant, donc les pratiques à favoriser pour le développement de l'enfant. Je vais vous parler rapidement du contexte de cette recension des écrits, ensuite de la méthodologie qu'on a adoptée, de certains points de repère conceptuels pour comprendre les relations parents-éducatrices, une synthèse des pratiques qu'on a relevées dans la recherche grâce à notre recension, puis ensuite certaines recommandations qu'on a faites sur les pratiques probantes qui favorisent des relations parents-éducatrices de qualité. Donc, on commence. C'était donc une recension des écrits qui a été commandée par l'Association québécoise des centres de la petite enfance, qui avait un double mandat, donc de recenser les pratiques efficaces pour soutenir le développement de l'enfant sur différentes dimensions et de trouver des pratiques favorisant le développement des relations de qualité entre les parents et les éducatrices. Les objectifs du rapport étaient multiples, donc il y avait de décrire les contextes de collaboration, partenariat. De là, pourquoi je vais vous présenter un petit volet qui est plutôt théorique, plutôt conceptuel, qu'on a offert dans notre recension. Ensuite, de décrire, d'analyser les résultats de travaux à la fois théoriques et pratiques, donc empiriques, pour qui parlaient de ces différentes pratiques-là favorisantes. Ensuite, faire ressortir des résultats, tout ça dans le but d'identifier des pratiques et d'émettre des recommandations sur des pratiques favorisantes peut-être à mettre en place dans les centres de la petite enfance. Donc, on commence. Dans notre recension, ce qui était important de faire au départ, c'est d'offrir des points de repère conceptuels sur les différentes questions en trait aux relations entre les parents et les éducatrices. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de consensus encore en ce moment dans la recherche. On peut trouver une multitude d'écrits qui parlent des relations entre les parents et les enfants, mais on y voit à la fois des gens qui parlent de collaboration, de partenariat, d'entente. Donc, c'est très différent. Les termes utilisés sont multiples, sont très différents d'un auteur à l'autre. Donc, on a pris pour acquis que c'était important, en fait, de démontrer, de trouver des écrits qui donnaient une vision plus globale de ce que c'est théoriquement ou conceptuellement des relations entre des parents et des éducatrices. Je vais vous parler tout d'abord un peu de l'évolution de la place du parent au sein du service de garde, du rôle de ce parent-là, puis des différents modèles de relations éducatrices et parents, puis ensuite des différents cadres de référence qu'on a présentés dans la recension. Donc, au niveau de la place et du rôle des parents et les modèles de relations, on a décidé de cibler différents écrits qui venaient donner une vision historique de ce qui se fait dans les services de garde en termes de relations parents-éducatrices depuis plusieurs années. Tout d'abord, au niveau de la place, on s'est basé surtout sur les écrits de Bonabessé et Blanc. Donc, il y en a plusieurs. En fait, celui que je prends, celui de 2013, dans lequel il présente les 5 modèles de la place du parent. Donc, c'est un modèle historique, donc qui montre différentes étapes historiques de la place du parent au sein du service de garde, qui débute au tout début là, des services de garde, où c'était au moment où c'était plutôt les institutions religieuses qui s'occupaient des enfants. Donc, à ce moment-là, il y avait un modèle moralisateur. Donc, on dit que les parents qui laissaient leurs enfants en service de garde, eh bien, les éducatrices, en fait, qui étaient des religieuses, essayaient de moraliser les parents pour leur montrer les bonnes pratiques à faire avec leurs enfants. On a évolué. Ensuite, on est passé au modèle éducatif normatif. Donc, ça, on essaie de passer par l'enfant à ce moment-là pour montrer aux parents les bonnes pratiques à avoir, les bonnes pratiques éducatives à mettre en place avec leurs enfants. Donc, mais toujours encore très directif. On se base de plus en plus sur la recherche. Donc, la recherche scientifique prend de plus en plus de place dans comment on conçoit les relations avec les parents. Et on arrive avec un modèle éducatif hygiéniste. Donc, ce modèle-là, qui est un modèle plutôt soutenu par le milieu de la santé. Donc, où on explique aux parents comment prendre soin de façon physique de leurs enfants.
Et ça continue, on évolue. On a, avec le changement, les changements, en fait, sociétaux qui arrivent dans les années 60, les mères qui prennent plus de place sur le marché du travail, un modèle qu'on dit culpabilisateur. Donc, dans les centres de la petite enfance, oui, c'est un mot fort. Donc, on s'occupe des enfants, mais on fait sentir aux mères beaucoup de culpabilité parce qu'elles laissent leurs enfants pour aller travailler. Mais maintenant, un modèle qui est plus vers la fin, on voit l'évolution qui est quand même assez drastique, là. Un des derniers modèles que Bonabessé et Plan présentent, qui est un modèle qui est davantage, bien sûr, mis en place dans les centres de la petite enfance ici au Québec, dans les services de garde, c'est le modèle responsabilisation. Donc, qui est un modèle où le parent est un partenaire, le parent est aussi responsable de l'éducation de son enfant. Il va partager cette responsabilité-là avec les membres du service de garde. Bien sûr, ces 5 modèles-là, ils ne sont pas coupés au couteau dans l'histoire. Donc, c'est des modèles qui, et vous allez le voir, c'est comme ça pour tous les modèles que je vais vous présenter, qui peuvent apparaître selon la situation, selon un moment dans la relation entre le parent et l'éducatrice. Donc, c'est vraiment des modèles qui peuvent apparaître en même temps, qui changent selon les besoins. Ensuite, on passe au niveau vraiment plus des relations parents-éducatrices. Donc, on a Edge et Lee qui ont montré qu'il y avait certains paradigmes de relations qui, encore une fois, peuvent apparaître dans le temps selon les besoins de l'éducatrice ou du parent dans leur relation ensemble. Donc, ce qui veut dire, à un certain moment donné, on peut avoir besoin d'une implication parentale. Donc, on demande aux parents de venir aider le service de garde. Mais là, le parent, il va venir répondre aux besoins du service de garde. Ce n'est pas ses besoins à lui. C'est les besoins que le service de garde. Donc, peut-être venir faire du bénévolat, venir accompagner lors d'une sortie. Ça, c'est vraiment ce qu'on a comme implication parentale. C'est de ça qu'on parle. Ensuite, le partenariat, où là, le parent va devenir davantage, un peu comme on a vu dans le modèle de la responsabilisation, le parent devient partenaire. Donc, on s'occupe ensemble, on fait des choix ensemble. Vous allez voir que le partenariat revient dans beaucoup de cadres conceptuels qu'on va voir un peu plus tard sur les relations parents-éducatrices. Ensuite, un autre modèle qui peut apparaître quelquefois, un autre paradigme de relation, c'est le paradigme de client-consommateur. Donc, on peut voir lorsque les parents sont sur les comités de direction, les parents décident de ce qui va être mis en place à la garderie. Donc, c'est comme si entre les 3 paradigmes, on a un balancier un peu d'un côté et de l'autre dans la prise de décision, dans le pouvoir donc, que possède chacun des individus, soit les parents ou les éducatrices dans la relation. Quentin, un certain Gilles Quentin, qui est présent ici, présente dans un de ses textes, en fait, une petite figure que je ne vous ai pas mis, mais vous pourrez aller voir dans son texte ou dans la recension qu'on a fait, une petite figure qui présente l'engagement requis par les différents acteurs, les éducatrices et les parents, en fonction des types de relations parents-éducatrices. Donc, ça passe sur sa gradation, de aucune relation à des échanges d'informations, à la collaboration, concertation, au partenariat. Et plus on monte dans cette échelle-là, dans ce sens-là, des différents types de relations, plus les acteurs doivent s'engager, plus leur niveau d'engagement est important pour réussir à avoir des impacts sur l'enfant, sur le parent, sur l'éducatrice. Parce qu'en fait, c'est pour ça que les relations entre les parents et les éducatrices sont si importantes. C'est que dans la recherche, c'est démontré qu'il y a des impacts positifs divers, autant sur l'enfant, sur l'éducatrice, que sur les parents, à avoir des relations de qualité. Donc, on va définir un tout petit peu plus tard c'est quoi les indicateurs d'une relation de qualité, mais il faut garder en tête que la recherche le démontre, c'est très important, en fait, d'avoir des relations de qualité entre les parents et les éducatrices. Ça a divers impacts positifs. D'ailleurs, en parlant d'impact positif, une des thématiques qu'on a relevées dans la partie théorique de notre recension des écrits, c'est qu'il y a le soutien à la parentalité, qui est abordé dans plusieurs textes conceptuels. Et nous, on s'est basé beaucoup sur celui de Lamboy en 2009, qui parle en fait de comment venir soutenir le parent finalement dans son rôle de parent. Et Lamboy nous propose plusieurs types d'approches qui, encore une fois, peuvent être utilisées dépendamment de la situation. Donc, une approche répressive, donc ça le dit, c'est une approche dans laquelle on pense que le parent ne fait pas bien son travail, puis on va essayer d'utiliser des modèles coercitifs, donc un peu des punitions de parents, pour l'obliger à faire mieux son travail.
Ensuite, on a l'approche psychoéducative. Donc là, on pense en fait qu'on va venir aider le parent. C'est basé surtout sur des études, puis de la mise en place de projets pour venir soutenir le parent. Mais une des approches qui est, encore une fois, qui va apparaître beaucoup dans les différents cadres conceptuels, qui va venir se refléter dans les pratiques favorisantes aussi, c'est le soutien social. Donc ça, c'est vraiment... on va venir soutenir le parent dans le but de favoriser une meilleure société, donc de l'inclure. C'est vraiment un choix à deux. Donc ça, c'est un peu le soutien à la parentalité. On a aussi décidé de présenter, pour mettre tout ça ensemble, des cadres conceptuels qu'on a été chercher dans la recension. Donc, il y en a 4 qu'on a vus. L'engagement familial, l'approche centrée sur la famille, l'approche sensible à la famille et la coéducation. Je commence par vous parler rapidement des 3 premiers qu'on a présentés. L'approche centrée sur la famille, ça vient des milieux de la santé. Donc, vous pouvez voir, là, je ne vais pas tout vous lire. La présentation va être disponible sur le site Internet de l'équipe. Donc, vous allez pouvoir aller, si ça vous intéresse davantage de savoir un petit peu plus qu'est-ce que c'est ces différents cadres conceptuels-là. Mais c'est un bon résumé qui vous donne des pistes pour aller parfaire vos lectures. Donc, l'approche centrée sur la famille, ça provient des milieux de la santé et ça parle beaucoup aussi des relations qui sont basées sur les forces. L'engagement familial, on parle ici plus du partenariat, parce que nous, on apprend de partenariat. Donc, on va avoir des prises de décision qui sont plutôt partagées, plus égalitaires, beaucoup de communication entre nous. L'approche sensible à la famille, qui a vraiment été développée au niveau de la petite enfance, donc par Bromer et ses collègues. Donc, eux, en fait, ils vont développer et travailler davantage sur les attitudes des éducatrices envers les familles, donc développer des attitudes favorables. Donc, tout ça, ces 3 approches-là, on va les garder en tête parce qu'elles ont aidé à former un outil de mesure de la qualité des relations entre les parents et les éducatrices qui nous a orienté beaucoup notre recension des écrits, qui nous a permis de catégoriser nos pratiques. Mais une dernière approche qu'on a soulevée, un autre cadre conceptuel qu'on a soulevé dans la recension, c'est la coéducation, qui est très peu présente en Amérique, mais beaucoup présente en Europe, qui est vraiment, cette approche-là va plus loin encore. C'est une recherche constante d'une entente et d'une complémentarité entre les différents partenaires impliqués. Et la coéducation, c'est aussi dire que c'est un accord entre tous les acteurs autour de l'enfant pour le bénéfice de l'enfant. Donc, c'est vraiment, on s'accorde tout ensemble, on partage de façon égalitaire, même pour certains. C'est aussi, ça va jusqu'à une approche qui est politique, en fait, qui est une implication sociale. Tous les acteurs autour de l'enfant doivent s'impliquer socialement, donc être impliqués au niveau de on pourrait dire même de la justice sociale, pour permettre à l'enfant de se développer. Donc, ça, c'est les cadres qu'on a présentés dans notre recension qui viennent permettre d'un peu de comprendre puis d'encadrer c'est quoi une relation parent-éducatrice. Donc, en tout, si on synthèse, on fait la synthèse de ces différents points de repère-là, bien, tous les cadres cherchent à favoriser des relations parent-éducatrices de qualité afin de maximiser, ce que je vous disais, les impacts positifs, autant pour les enfants, les parents que le personnel. Tout ça entre autres, préconisant des relations de type de partenariat, en ayant une approche qui inclut les familles dans une perspective de soutien social, en travaillant sur les forces, ce qu'on appelle le strength base, en favorisant la communication. Vous allez voir, la communication revient beaucoup, et en mettant en relation les parents entre eux, puis les parents avec les ressources que le CGE possède ou les ressources de la communauté. Tout ça nous amène à l'autre partie qu'on a offert dans notre recension, c'est à trouver des pratiques efficaces soulevées dans la recherche qui viennent soutenir les relations de qualité entre les parents et les éducatrices. Donc, il y a eu beaucoup d'outils de mesure qui sont ressortis dans notre recension. J'attire votre attention sur le dernier. Donc, c'est lui le dernier, le Family Provider Teacher Relationship Quality, qui, en fait, nous a permis, nous, de présenter, de catégoriser les différentes pratiques parce qu'il y en avait beaucoup. Donc, cet outil-là a été développé aux États-Unis par l'équipe de Kim et ses collègues. C'est un outil qui a un très, très grand travail derrière lui, un travail conceptuel qui est basé sur une multitude de recensions des écrits très profondes et qui fait vraiment le tour de la question des relations parent-éducatrices. Ce n'est pas un outil parfait, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait des outils parfaits. Il peut être adapté. Mais nous, ce qui nous a vraiment aidé, c'est qu'on a utilisé la deuxième colonne,
qui nous permet un peu de catégoriser les différentes pratiques favorisant les relations de qualité, qui sont ici présentées comme des indicateurs, donc des indicateurs de la qualité dans les services de garde. Au niveau des pratiques, dans la synthèse, vous voyez donc on a les 4 indicateurs de relations de qualité, les savoirs, les attitudes, les comportements de l'éducatrice et ensuite l'environnement du CGE. Ce qui prend le plus de place, c'est les comportements de l'éducatrice, particulièrement la communication qu'elle établit avec les parents. Ensuite, les attitudes, les savoirs qui sont un peu moins présentés et les environnements du CGE. Donc, je vais passer en revue. J'ai essayé de vous mettre le plus possible les différentes pratiques qui ont ressorti de notre recension. Ça en fait beaucoup. Et comme je ne veux pas que la présentation soit une liste de recettes ou une liste d'épicerie, vous pourrez aller voir sur le site, si ça vous intéresse, d'aller voir davantage. Ah oui, mais tel auteur, comment il fait pour mettre en place telle pratique dans le service de garde, mais vous pourrez aller lire là-dessus. Je vais vous parler plutôt des grandes catégories qui émergent. Donc, au niveau des attitudes, dans notre recension, on a surtout parlé du respect. Donc, du respect, c'est ressorti beaucoup. Comment les éducatrices vont démontrer du respect envers les parents, autant en manifestant de la chaleur envers l'enfant, en ayant une capacité d'écoute, en acceptant la diversité, les préférences culturelles, linguistiques des parents, ou au niveau aussi à l'inverse. Il y a quelques auteurs qui se sont dit, oui, c'est beau, mais il faut aussi que le parent ait du respect envers l'éducatrice. Donc, le respect, c'est assez central comme indicateur de qualité dans les relations. Ensuite, vient l'engagement. Donc, l'engagement qui est un peu être sensible aux besoins des parents, aux besoins des enfants, puis savoir s'adapter, être flexible au niveau de ce qu'on offre et de démontrer, en fait, pour nous, ça a une réelle importance de travailler avec l'enfant. L'ouverture au changement, donc être sensible, attentive, à ce que l'enfant et à la famille a besoin, faire preuve de souplesse et de flexibilité. Compréhension du contexte familial, ça, on va le reprendre beaucoup dans les connaissances de l'éducatrice, qui sont un autre indicateur de la qualité. Puis finalement, très important aussi, qui ressort beaucoup dans la recension, soutien au pouvoir d'agir des familles, ce qu'on appelle communément l'empowerment. Donc, bâtir sur les forces des parents, développer des liens de confiance, avoir des relations égalitaires, partager la prise de décision avec eux. Au niveau des connaissances, c'est divisé en 2 catégories. Des connaissances théoriques, donc ce qui a trait à ce qu'on sait sur le développement de l'enfant, tout ce qu'on apprend dans la formation. Mais ce qui est très intéressant, on a trouvé plusieurs auteurs qui parlaient de l'importance des connaissances spécifiques de l'éducatrice sur l'enfant et sa famille. Donc, on parle de savoir, en fait, de connaître les pratiques culturelles d'une famille, de savoir comment elle va, s'il y a des situations qui peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur l'enfant, sur la famille. Donc, vraiment de s'intéresser à la famille pour vrai, puis de proposer des activités qui conviennent à la famille, qui conviennent à la réalité de chacune des familles. Ensuite, notre 4e indicateur, les comportements. Bien, on a encore plusieurs, disons, éléments, dont la préoccupation à l'égard des familles. Donc, on demande à ce que l'éducatrice prenne soin de recueillir. Vous allez voir, c'est beaucoup en lien, même si la communication, c'est un élément particulier, ça transparaît sur tous les autres éléments. Donc, prendre soin de recueillir, retenir des informations sur les parents. Au niveau de la sensibilité, de l'attention, c'est vraiment, on parle de soutenir le parent, d'être flexible encore, on l'avait vu plus tôt. La mise en réseau des familles, ce qui nous ramène un peu au soutien social, de permettre aux familles d'être en réseau entre elles et d'être en réseau avec les ressources du milieu. Le partenariat qu'on a vu beaucoup dans le cadre conceptuel, les cadres conceptuels et aussi dans les différentes places accordées aux parents. Donc, on vient ici, je vais vous parler surtout des 6 indicateurs qu'on voit en bas de Blue Banning. Donc, avoir une qualité de communication, être engagé, avoir des rapports égalitaires, développer sur les compétences personnelles de l'éducatrice, mais du parent, la confiance entre les parents et les éducatrices et le respect. Donc, c'est ça, un peu les indicateurs qui nous permettent d'établir des relations de partenariat si importantes à la qualité des relations parents-éducatrices. Et la communication, qui est le gros morceau. Beaucoup de textes parlent de la communication, de l'importance de la communication entre les parents et l'éducatrice. Et cette communication, dans la recherche, on la voit bidirectionnelle, positive, avec des sujets variés, des sujets qui vont porter pas seulement sur comment va ton enfant, est-ce qu'il a mangé ce matin, mais sur des réflexions sur les plans à long terme de la famille pour leurs enfants.
au niveau aussi de différents moyens offerts à la famille pour communiquer et différents moments dans la journée où on peut communiquer avec l'éducatrice. Le CGE n'est pas mis de côté. C'est très peu étudié. On a trouvé très peu de textes sur ce que l'environnement de service de garde peut apporter dans la relation entre les parents et les éducatrices. Mais dans l'outil de recherche, ils ont quand même ciblé quelques éléments à prendre en compte. La culture de l'accueil, système de communication, matériel culturellement diversifié, information à propos des ressources et la mise en relation des parents. Donc, tout ça, c'est des éléments auxquels le CGE, la direction, l'équipe du CGE peut venir aider pour favoriser des relations parents-éducatrices de qualité. Donc, suite à tout cela, quand on a terminé la recension, on établit certaines recommandations. C'est un peu la fin de l'exposé. Donc, c'est vraiment ça va avec la conclusion. Donc, on présente les différentes pratiques qui ont été répertoriées dans la recension, puis on leur a attribué des cotes selon certains critères, des critères d'impact, de récurrence dans les différents travaux, de consensus entre les auteurs, de cohérence avec les différents cadres conceptuels qu'on a répertoriés, puis le poids aussi, à quel point c'était présent et prépondérant dans la recherche. Donc, vous voyez qu'il y en a quelques-unes qui ont la cote 1. C'est celles qu'on a recommandées, qu'on considère les plus importantes, les plus probantes dans la recherche pour venir favoriser des relations de qualité entre les parents. Donc, si vous avez à vous arrêter sur certaines pratiques à vérifier dans un centre, dans un service de garde, c'est celle avec des 1. Donc, c'est ce que notre recension a démontré. Et en conclusion, ce qu'on retire de cette recension au niveau des pratiques favorisant les relations de qualité entre les parents et les éducatrices, c'est qu'accompagner et soutenir une pratique réflexive afin de favoriser le développement d'attitudes favorables envers les familles chez les éducatrices, notamment au niveau du respect, va aider l'instauration de ces fameuses relations positives. Il faut aussi développer des pratiques qui priorisent le développement de la communication bidirectionnelle, la mise en relation et des relations de type de partenariat. Ensuite, que le CGE a un rôle à jouer, mais qu'il y a très peu de recherche encore là-dessus. Donc, avis aux chercheurs dans la salle. Ça pourrait être quelque chose qu'on peut faire aux futurs chercheurs. Et que l'adoption d'un cadre conceptuel, dont ceux que je vous ai montrés au départ, pourrait aider à baliser les pratiques puis à soutenir l'émergence de pratiques intentionnelles à l'égard des familles. Donc, pas seulement penser qu'on le fait bien, mais avoir un cadre en tête qui nous aide à diriger, à encadrer nos pratiques. Donc, sur ce, c'est la fin. Merci beaucoup.